Vous croyez connaître Patrick Swayze, le danseur éblouissant, le séducteur romantique, le visage inoubliable de films comme Ghost et Dirty Dancing. Mais derrière les projecteurs, derrière cette mâchoire carrée et ce charme magnétique, se cachait un homme menant en silence un combat acharné. Un combat qu'il n'avait jamais souhaité, mais auquel il a fait face avec une force inébranlable. Voici le récit poignant et inédit des dernières heures de Patrick Swayze. Comment il a affronté un diagnostic brutal, comment il a refusé de s'éteindre en silence, et comment il s'est accroché à l'amour quand il ne lui restait plus rien. Revenons sur le dernier chapitre de sa vie et sur les derniers mots qui résonnent encore dans le cœur de ceux qu'il a laissés derrière lui. Avant ce shoot, Patrick Swayze, la star adulée du monde entier, bien avant que les gros titres ne fassent état d'un cancer du pancréas, Patrick Swayze était déjà une légende en devenir. Il n'était pas issu du milieu hollywoodien, mais il possédait l'assurance de quelqu'un qui était fait pour être devant la caméra. Élevé à Houston, au Texas, Patrick était le fils d'une chorégraphe et d'un cowboy, un mélange de grâce et de force qui allait forger son identité. Dans une ville obsédée par les étiquettes, il était difficile à cerner. Était-il l'artiste sensible, formé au ballet et à la danse classique? Ou le beau gosse américain, avec son accent du Sud et son regard perçant? Il était les deux! Et c'est ce qui le rendait si fascinant. Sa carrière a pris un tournant décisif en 1987 avec Dirty Dancing. Personne ne s'attendait à ce qu'un film de danse à petit budget devienne un phénomène culturel. Mais la performance de Swayze dans le rôle de Johnny Castle a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Les femmes l'adoraient. Les hommes rêvaient d'être à sa place. Et les adolescents? Pendant des décennies, ils ont essayé de se porter les uns les autres dans les piscines. Mais il n'était pas qu'un joli visage et des mouvements gracieux. Il enchaîna avec Ghost, un rôle poignant qui exigeait vulnérabilité, souffrance et retenue. Le film devint l'un des plus grands succès de son époque et lui valut une nomination aux Golden Globes. Soudain, Swayze n'était plus seulement une valeur sûre du box-office. Il s'imposait comme un acteur sérieux et d'une grande profondeur émotionnelle. À la fin des années 80 et au début des années 90, il s'est forgé une réputation d'acteur fort et silencieux, mais doté d'une grande sensibilité, qu'il interprète des accros à l'adrénaline dans Point Break ou des hommes tourmentés dans La Cité de la Joie. Il insufflait de la profondeur à chaque plan, mais la célébrité ne l'a jamais ramolli. Il était connu pour réaliser lui-même ses cascades, s'entraîner sans relâche et souffrir en silence. Les paillettes d'Hollywood n'ont jamais remplacé la discipline héritée des studios de danse, ni la force de caractère forgée au Texas. Cet homme était maître de son destin, et c'est ce qui a rendu la suite si dévastatrice, car sa chute n'a pas été un scandale à sensation, ni un échec professionnel. C'était quelque chose de plus profond, de plus sombre, de plus impitoyable que tout ce que Hollywood lui avait jamais fait subir. Et cela s'est fait discrètement. Au début, le début de la fin, un diagnostic qui a secoué Hollywood. Tout a commencé par une gêne, une légère douleur à l'estomac. Pour une personne d'une cinquantaine d'années menant une vie active, cette douleur n'avait rien d'alarmant. Patrick a mis ça sur le compte de problèmes digestifs, du stress, ou peut-être d'un muscle froissé. Mais la douleur ne disparaissait pas. Au contraire, elle s'intensifiait. Une douleur aiguë et persistante qui le rongeait au milieu de la nuit. Lisa l'a encouragé à consulter un médecin. Finalement, il l'a fait. Les examens de routine sont devenus urgents. Prises de sang, puis biopsies. Et du jour au lendemain, tout a basculé. Adénocarcinome pancréatique de stade 4. C'est l'un des diagnostics les plus mortels de la médecine moderne. Souvent qualifié de tueur silencieux, le cancer du pancréas se manifeste rarement avant d'avoir déjà envahi des organes vitaux. Dans le cas de Patrick, le cancer avait déjà atteint son foie. Les médecins ont été catégoriques. Il ne s'agissait pas d'un cancer curable.
Ce n'était même pas gérable au sens traditionnel du terme. Les chances n'étaient pas seulement minces, elles étaient quasiment nulles. La survie médiane à ce stade était de 3 à 6 mois. Nombreux sont ceux qui ne survivent même pas aussi longtemps. Pour la plupart des personnes, recevoir un tel diagnostic serait dévastateur. Point final. Mais Patrick n'était pas comme les autres. Au lieu de s'effondrer face à ce diagnostic, il a regardé ses médecins droit dans les yeux et leur a demandé « Que va-t-on faire ?» Sa femme, Lisa Nimi, sa compagne de toujours et sa plus proche confidente, était à ses côtés. Ensemble, ils se sont lancés dans la bataille. Ils ne cherchaient pas de miracle, ils cherchaient du temps, des jours, des semaines, tout ce qu'ils pouvaient obtenir. Un essai clinique mené au centre médical de l'Université Stanford a suscité un certain espoir. Le docteur George Fisher dirigeait une équipe de recherche testant un médicament appelé Vatalanib, un composé conçu pour empêcher les tumeurs de développer de nouveaux vaisseaux sanguins, les privant ainsi de nutriments. Ce médicament n'avait pas encore reçu l'approbation de la FDA. Rien ne garantissait le succès, mais c'était déjà quelque chose. Et pour Patrick, c'était déjà quelque chose qui valait la peine de se battre. Il ne voulait pas seulement plus de temps, il voulait reprendre le contrôle de sa vie. Et ce désir le porterait bien plus longtemps que quiconque ne l'aurait imaginé. Le dernier grand combat, Patrick retourne sur le plateau. Janvier a laissé place à février, puis à mars. Patrick a commencé son traitement expérimental par Vatalanib et les effets secondaires étaient imprévisibles. Il était épuisé et nauséeux. Son corps entrait en territoire inconnu, mais il n'a jamais manqué une dose. Il n'a jamais manifesté le moindre doute. En fait, quand on lui demandait comment il allait, il ne parlait ni de douleur, ni de fatigue. « Je suis un miraculé », disait-il. Le 12 avril 2008, Patrick est retourné à Stanford pour un examen d'imagerie afin d'évaluer la réaction de son organisme. Contre toute attente, les résultats étaient prometteurs. Ses lésions hépatiques n'avaient pas progressé. Certains étaient moins actifs métaboliquement. La tumeur du pancréas ne s'était pas propagée davantage. Il n'était pas guéri. Loin de là, mais il était debout. Il se battait. Et pour l'instant, il tenait bon. Cet instant lui apporta ce dont il avait le plus besoin, la permission de vivre à nouveau. Et il n'a pas perdu de temps. En septembre, quelques mois seulement après que le monde ait appris son diagnostic, Patrick a signé pour jouer dans The Beast, un drame policier sombre et exigeant, dont le tournage se déroulerait à Chicago et qui impliquerait des horaires exténuants, des dialogues complexes et des scènes physiquement éprouvantes. Dire que c'était un pari risqué est un euphémisme. Les dirigeants de la chaîne étaient nerveux. Les agents d'assurance avaient des questions. Mais Patrick était présent tous les jours sans exception. Il a refusé les doublures. Il a mémorisé chaque réplique. Il s'est investi à fond. Il ne s'agissait pas d'image. Il ne s'agissait même pas de carrière. Il s'agissait de rébellion. Il voulait prouver qu'il avait encore de l'énergie à revendre. Il travaillait 5 jours par semaine, enchaînant des tournages exténuants de 14 à 16 heures par jour. Et une fois les caméras éteintes, il passait ses week-ends à l'hôpital pour des séances de chimiothérapie. La plupart des acteurs auraient renoncé. Personne ne l'aurait blâmé. Mais Patrick considérait le travail comme une forme de thérapie. Le fait qu'il garde l'esprit concentré était tout aussi important que le contenu de sa perfusion. Et d'une certaine manière, il avait raison, car pendant ces mois, il n'était pas un patient. Il était redevenu acteur, et à chaque scène tournée, à chaque réplique prononcée, il luttait contre le temps qui passait. Derrière le rideau, la douleur, la fierté et un désespoir silencieux. À l'écran, Patrick Swayze était toujours aussi impressionnant. Toujours aussi charismatique, toujours aussi percutant. Mais en coulisses, le véritable combat se déroulait. Chaque matin, il se levait avec la discipline d'un soldat, non pas parce qu'il se sentait fort, mais parce que paraître fort était la seule option qu'il s'autorisait.
Il ravalait sa nausée avec des tisanes, se maquillait lui-même d'une main tremblante et arrivait sur le plateau comme si de rien n'était. C'était une performance dans la performance. Mais le cancer est un maître de l'érosion. Et elle ne s'attaque pas seulement au corps. Elle ronge l'ego, l'identité et l'estime de soi. Pour un homme comme Patrick, qui avait passé sa vie à forger son image par le mouvement, la discipline et la force physique, cette maladie était le voleur ultime. Ses cheveux commencèrent à s'éclaircir. Son regard s'assombrit. Ses mouvements devinrent plus lents. Il pressentait la perte avant même que le miroir ne la confirme. Pourtant, il refusait qu'on le traite comme un patient. Les producteurs ont proposé d'adapter le planning de tournage à sa fatigue due à la chimiothérapie, mais il a catégoriquement refusé. « Je vous préviendrai quand je ne pourrai plus le faire », a-t-il déclaré. Ce jour n'est jamais arrivé, car il ne l'a jamais autorisé. Pourtant, derrière cette façade de fierté, la douleur persistait. Ses amis se souvenaient plus tard qu'il disparaissait parfois pendant de longues minutes lors des prises, s'éclipsant pour vomir ou se ressaisir. Et à son retour, c'était toujours avec un sourire. Toujours ce sourire, toujours cette envie de recommencer. Il y a eu un moment qui a révélé toute la vérité pour qui savait y prêter attention. C'est pendant une pause sur le tournage que l'ami de longue date de Patrick l'a trouvé recroquevillé dans sa caravane, comme un enfant. Ses vêtements étaient trempés de sueur, son corps tremblait de façon incontrôlable, mais sa voix était faible. « Tiens-moi la main !» dit-il. Il ne demandait pas d'aide, il n'était pas en train de s'effondrer. Il voulait juste que quelqu'un soit là, pas comme un fan, pas comme un intermédiaire, juste là. C'était le Patrick que le monde n'avait jamais vu. Cet homme, capable de captiver des millions de personnes, avait pourtant besoin, à cet instant précis, d'être simplement pris dans les bras. Et tandis que le spectacle s'achevait et que les projecteurs s'éteignaient, le cancer reprenait de l'ampleur, plus agressif, plus implacable. Il était loin d'être vaincu. Le masque tombe, la santé de Patrick se détériore. Le mal est désormais révélé au grand jour. Patrick ne peut plus se cacher, ni du public, ni de la presse, et encore moins du cancer. Janvier 2009 marque un tournant, non seulement pour sa santé, mais aussi pour sa vie. Peu après la fin du tournage de la série, Patrick a été transporté d'urgence au centre médical Cedars-Sinai pour une pneumonie. Pour n'importe qui d'autre, une pneumonie se serait traduite par une longue semaine d'alitement. Mais pour quelqu'un sous chimiothérapie, dont le système immunitaire était fortement affaibli, cela pouvait signifier la mort. La maladie a forcé le monde à s'y intéresser. Jusqu'à présent, Patrick était parvenu à dissimuler les aspects les plus difficiles de son combat, mais les photos prises par les paparazzi le montrant visiblement amaigri, les joues creuses et le tube à oxygène ont révélé la vérité. La maladie gagnait du terrain. Pourtant, même si ses poumons le lâchaient et que ses forces l'abandonnaient, Patrick insistait pour discuter des prochaines étapes. L'inaction était impensable pour lui. Ses médecins lui proposèrent une solution radicale. Une association inédite d'Abraxane et de Gemzar, deux chimiothérapies puissantes dont l'utilisation conjointe n'était pas encore largement approuvée. C'était risqué. Des inquiétudes subsistaient quant à la toxicité, aux effets secondaires et à l'efficacité globale, mais Patrick n'a pas hésité. Il a donné son accord immédiatement. Le traitement fut brutal. Il commença à perdre ses cheveux, ce qui le toucha plus durement que la plupart des gens ne l'auraient imaginé. Patrick avait toujours eu une allure fière et assurée. La perte de ses cheveux n'était pas qu'un problème esthétique. C'était un symbole, un rappel que la bataille était loin d'être gagnée d'avance. Pour préserver sa dignité, il portait des perruques en public. Il s'efforçait de sourire malgré son malaise, mais il maigrit rapidement. Sa peau devint poule et creuse. Même marcher sur de courtes distances devenait épuisant. Et pourtant, même dans le brouillard de la fatigue et des nausées, il essayait de suivre le rythme de la vie. Il montait à cheval. Il regardait des films. Il discutait de ses futurs rôles potentiels. Mais son corps avait changé. Il ne coopérait plus.
Ses proches l'ont remarqué. Son élocution qui ralentissait, sa légère confusion. Son regard parfois absent, comme absente. Son cancer n'était plus seulement localisé au pancréas ou au foie. Elle était partout. Son corps, jadis son temple, était devenu le champ de bataille, et il perdait du terrain. Patrick prit donc une décision. Il était temps de rentrer chez lui. Le dernier retour. Maison, chevaux et dure réalité. En avril 2009, Patrick Swayze a quitté le tumulte d'Hollywood et la froideur des chambres d'hôpital. Lisa et lui sont retournés dans leur ranch californien, un vaste domaine niché entre les collines et les chevaux. C'est au ranch que Patrick se sentait le plus en paix, là où le calme revenait et où la vie lui paraissait à nouveau authentique. Il n'appelait pas cela un abandon. Il appelait ça un retour à l'essentiel. Le ranch avait toujours été un havre de paix pour eux, de longues promenades à travers les pâturages. Les soirées passées sur la véranda à admirer le coucher du soleil, le bruit des sabots sur la terre, c'était leur façon de se ressourcer. Pour Patrick, c'était plus qu'un simple foyer, c'était lui. Mais les choses avaient changé. Sa silhouette athlétique avait été amaigrie par la chimiothérapie. Ses muscles s'étaient fondus en une masse fragile. Monter à cheval lui demandait désormais un effort considérable. Parfois, il restait simplement près de la clôture, à les regarder. Lisa s'occupait de tout. Elle gérait la propriété, préparait ses repas, lui administrait ses médicaments et veillait à ses côtés la nuit, lorsque la douleur s'intensifiait. Elle regarda l'homme qu'elle aimait depuis l'adolescence disparaître lentement sous ses yeux. Pourtant, elle ne lui laissa jamais croire qu'il s'éteignait. Patrick s'accrocha à une illusion de normalité aussi longtemps qu'il le put. Il portait sa perruque en présence d'invités. Il souriait de temps à autre pour les photos. Il restait assis bien droit, même lorsqu'il avait envie de s'effondrer. Il essayait encore de faire des blagues, un humour sec, teinté de sarcasme comme toujours, mais ses forces l'abandonnèrent rapidement. Et les médias, ils n'étaient pas en reste. Les paparazzi se sont postés aux abords de la propriété, espérant décrocher le cliché parfait. Patrick Swayze, sans filtre, décomplexé. Finalement, ils ont obtenu ce qu'ils cherchaient. Une série de photos a fait surface. Patrick, squelettique, les yeux cernés, marchant lentement avec Lisa, paraissait bien plus vieux que ses 57 ans. Les gros titres étaient incruels, méconnaissables. La fin approche. Swayze dépérissait, mais ce qu'ils n'ont pas pu saisir, c'est l'intimité des conversations à huis clos, les discussions nocturnes, les petites victoires, comme réussir à se lever seul, ou ces moments de calme où Lisa s'asseyait simplement à côté de lui, main dans la main, sans dire un mot. À cet instant, les mots n'étaient plus nécessaires. Patrick était épuisé, et au fond de lui, il savait ce qui allait arriver. La tempête qu'il avait tenue à distance pendant 20 mois était enfin à sa porte. Le jour où il a lâché prise, ces dernières heures, fin août, l'état de Patrick s'est brutalement dégradé. Les signes étaient sans équivoque. Fièvre prolongée, tremblements incontrôlables et fatigue intense. Un jour, il s'est effondré, souffrant d'une forte fièvre et d'une accélération dangereuse du rythme cardiaque. Les analyses sanguines ont révélé une vérité glaçante. Hypercalcémie, hyponatrémie, hémorragie gastro-intestinale et quasi-absence de globules blancs. Son organisme ne se contentait pas de s'affaiblir. Il était en train de lâcher prise. Lisa l'a emmené d'urgence à Cedars-Sinai une fois de plus. Mais cette fois, il n'y avait pas de nouveaux essais. Pas de nouvel espoir. Le 9 septembre, les médecins leur ont annoncé les mots que personne ne veut jamais entendre. Nous ne pouvons plus rien faire. Ce soir-là, Patrick est rentré chez lui pour la dernière fois. Les événements qui ont conduit à sa mort ont été révélés par Lisa lors d'une interview en 2011, où elle aurait déclaré « Je ne peux plus garder ce secret ». Ah! D'après Lisa, voici ce qui s'est passé durant les derniers jours de Patrick. La maison était silencieuse, l'atmosphère pesante, et l'homme qui avait jadis dansé sur les scènes et les plateaux de cinéma
passait désormais le plus clair de son temps au lit, peinant à se redresser. Les tumeurs s'étaient propagées à ses os, ses nerfs et ses organes. La douleur était insoutenable. La morphine n'était plus une option. Elle était indispensable pour le maintenir conscient. Lisa devint son infirmière à part entière. Elle lui administra la Dilaudid avec précaution, ajustant les doses, s'efforçant d'apaiser sa souffrance sans le plonger dans l'inconscience. Patrick, obstiné jusqu'au bout, résista à la sédation aussi longtemps qu'il le put. Il voulait être présent, même si cela signifiait endurer un véritable enfer. Puis, le 11 septembre, le frère de Lisa, Eric, et sa femme Mary sont venus leur rendre visite. La maison était plongée dans une pénombre pesante, l'atmosphère pesante. Patrick semblait absent, comme absent par intermittence. Mais pendant un bref instant, la lucidité revint. Il se tourna vers Lisa, sa voix à peine audible. « Je t'aime! » Ah! Lisa se pencha vers lui. « Moi aussi, je t'aime. » Ils ne le savaient pas encore, mais ce serait leur dernier mot, sans emphase ni poésie, simplement purs et sincères. Au cours des 2 jours suivants, Patrick sombre dans le coma. Sa respiration devint superficielle. Son corps, déjà fragile, s'engourdit d'heure en heure. Puis, le 14 septembre, à 10 heures du matin, Lisa s'assit à côté de lui et remarqua le changement. Une profonde inspiration, une longue et dernière inspiration. Et puis, le silence. Donny Swayze se précipita à l'intérieur, espérant quelque chose, n'importe quoi, mais c'était fini. Patrick Swayze nous a quittés, mais il n'est pas parti seul, ni sans amour. Il est parti comme il avait vécu, avec courage, avec dignité, et la main dans la sienne. Après le silence, les deuils, les rumeurs et la mise à l'épreuve de la loyauté, dans les jours qui suivirent le pau. Par la mort de Patrick Swayze, un silence profond régnait autour du ranch. Les chevaux continuaient de paître dans les pâturages. Une brise légère soufflait encore dans les arbres, mais à l'intérieur de la maison, il n'y avait que le silence. Lisa, qui venait de perdre son compagnon de 34 ans, se retrouvait soudain entourée non pas de paix, mais de bruit. Et non pas le bruit du deuil, mais celui des rumeurs. Les tabloïds n'ont pas tardé à s'en emparer. Une série d'articles ont fait surface sur des sites de potins comme Radar Online, affirmant que Lisa avait maltraité Patrick durant ces derniers mois. Des sources anonymes ont dénoncé une négligence affective, voire des maltraitances. Elles ont dressé le portrait d'une femme qui l'aurait isolé, lui aurait refusé des médicaments et aurait contrôlé le récit de sa mort. C'était sordide, sensationnaliste et, selon les témoins directs, une pure invention. Les proches de Lisa se sont mobilisés rapidement et fermement pour la défendre. Les dossiers médicaux, examinés par des experts indépendants comme le Dr. Richard Hunter, ont révélé une toute autre réalité. La qualité des soins prodigués à Patrick était non seulement constante, mais exceptionnelle. Chaque poussée de douleur a été traitée. Chaque complication a été prise en charge. Chaque consultation médicale a fait l'objet d'un suivi méticuleux. Le Dr. Hunter, après avoir examiné le dossier de Patrick, a déclaré publiquement qu'il n'y avait absolument aucune preuve de maltraitance ou de négligence. Il a même souligné que la survie prolongée de Patrick, près de 20 mois après le diagnostic, n'aurait pas été possible sans des soins dévoués et constants. Et c'est précisément ce que Lisa lui a prodigué. D'autres proches de Patrick durant ces derniers mois ont décrit Lisa comme son ange gardien. Elle cuisinait, faisait le ménage, notait chaque dose de médicaments, coordonnait ses actions avec les médecins et veillait sur lui la nuit lorsque la douleur l'empêchait de dormir. Mais comme c'est souvent le cas après la mort d'une célébrité, les spéculations publiques persistent. Il règne un vide propice aux théories du complot, et lorsque la vérité se fait discrète, le scandale a tendance à se faire plus entendre. Pourtant, ceux qui comptaient, ceux qui savaient, n'ont jamais faibli dans leur soutien à Lisa. Donny Swayze, ses proches, le personnel médical et même les anciens collègues de Patrick
ont tous partagé le même sentiment. Le dernier chapitre de la vie de Patrick n'était pas marqué par la trahison, mais par un amour indéfectible. Et l'amour, comme il l'avait prouvé de son vivant comme dans la mort, était ce qui comptait le plus. Comment a-t-il pu vivre si longtemps? La force mentale face au cancer. Lorsque Patrick Swayze a reçu son diagnostic, même ses oncologues se préparaient au pire. Un cancer du pancréas de stade 4, surtout lorsqu'il a déjà métastasé au foie. Selon les critères médicaux, une condamnation à mort. Nombreux sont les patients qui survivent à peine 3 mois. 6 s'ils ont de la chance. Patrick, Louis, a vécu 20 mois. Qu'est-ce qui a fait la différence? Selon le docteur Richard Hunter et d'autres spécialistes, ce n'était pas seulement l'essai clinique ou les médicaments expérimentaux, même si ces éléments ont certainement joué un rôle. Ce qui lui a permis de vivre plus longtemps, c'est la combinaison de 3 forces puissantes que la plupart des patients ne possèdent pas simultanément. La première était son état physique. Patrick connaissait bien la douleur et l'endurance. Danseur de formation et ancien athlète, il s'était forgé un corps svelte, musclé et d'une résistance hors du commun. Son système cardiovasculaire était robuste et sa discipline plus rigoureuse que celle de la plupart des espoirs olympiques. Des années à repousser ses limites l'avaient exceptionnellement bien préparé à supporter des traitements agressifs, à se remettre d'infections et à résister à des chimiothérapies qui auraient terrassé la plupart des gens. Le second avantage était l'accès à des soins médicaux de pointe. Lorsqu'il a reçu le diagnostic, Patrick ne s'est pas contenté d'accepter le traitement standard. Il avait les moyens et le réseau nécessaires pour solliciter l'aide du département de recherche de l'Université de Stanford. Il a intégré très tôt l'essai clinique sur le Vatelonib, a bénéficié d'un suivi régulier, d'équipes d'oncologie de pointe, et même, plus tard, d'un accès à des associations de Gemzar et d'Abrixan, auxquelles la plupart des patients n'auraient pas pu prétendre. Il ne se battait pas seulement par la force de sa volonté, il disposait d'un soutien médical exceptionnel. Le facteur final, et peut-être le plus crucial, était son état d'esprit. Le défi n'était pas seulement une question de force, mais aussi de détermination. Patrick a choisi de travailler, d'aimer, de se dépasser jusqu'à l'épuisement physique. Il a refusé d'être considéré comme atteint d'une maladie incurable. Il se considérait comme un miracle, refusant le rôle de victime. Il redéfinit la notion de survie. Cette force mentale ne lui fut pas seulement bénéfique, elle inspira aussi son entourage. Médecins, infirmières et amis, tous disaient la même chose. Il aurait dû partir il y a des mois, mais il continuait à apparaissait au travail, pour Lisa, pour la vie. Et parfois, être présent, c'est ce qui nous maintient en vie. Plus qu'un acteur de premier plan, le vrai Patrick Swayze. On se souvient facilement de Patrick Swayze à travers le prisme de la culture populaire. Le professeur de danse au regard rêveur, l'amateur de spiritueux mélancolique, le surfeur en quête d'adrénaline. Mais le réduire à ses rôles serait passer à côté de l'aspect le plus extraordinaire de son histoire. Qui il était, loin des projecteurs. Patrick n'a pas toujours connu la gloire. À la fin des années 90, il a lutté contre la dépendance et a suivi une cure de désintoxication discrètement, loin du tapage médiatique qui accompagne souvent les crises de célébrité. Il a reconnu ses erreurs, assumé ses responsabilités et a poursuivi son chemin vers la guérison en toute discrétion. Il y a eu des rechutes, il y a eu des revers, mais il y a toujours eu une progression. Il a aussi traversé des tragédies personnelles rarement médiatisées. La mort de son père, Jesse, en 1982, l'a profondément marqué. Plus tard, lui et Lisa ont vécu la douleur d'une fausse couche, une épreuve qui les a hantés pendant des années. Ce sont des blessures qu'il n'a jamais exposées en public, mais elles ont forgé la force tranquille dont il a fait preuve dans son combat contre le cancer. Et puis il y a eu son mariage. Hollywood est tristement célèbre pour ses histoires d'amour éphémères, mais Patrick et Lisa étaient une rare exception.
Ils se sont rencontrés adolescents, se sont mariés jeunes et sont restés ensemble pendant plus de 30 ans. Leur relation n'était pas parfaite. Aucune relation ne l'est vraiment. Mais c'était bien réel. Ils se sont disputés, ils se sont éloignés, puis ils se sont remis ensemble. Mais à chaque étape de sa vie, Lisa c'était la seule constante. Lorsqu'on lui demandait en interview ce qui lui permettait de garder les pieds sur terre, Patrick n'évoquait jamais la gloire ni la fortune. Il évoquait elle. Leur lien, surtout pendant sa maladie, n'était pas seulement romantique. C'était à la fois logistique, émotionnel et spirituel. Elle était son infirmière, sa thérapeute et son pilier. Et Patrick n'a jamais oublié d'où il venait. Il est resté fidèle à ses racines texanes, a toujours gardé son humilité et a souvent rendu hommage à sa mère pour lui avoir inculqué la discipline qui a guidé sa vie. Même après avoir atteint une renommée mondiale, il n'a jamais renoncé à l'homme calme et posé qui se cachait derrière l'image de star. Alors oui, c'était une star de cinéma, mais surtout, c'était un combattant. Un mari, un homme qui a affronté la mort de front et a choisi la dignité. Et c'est cette image de Patrick Swayze qui perdure à travers ceux qu'il a marqués et la manière dont il a quitté ce monde. Le mot de la fin, ce que Patrick a laissé derrière lui. Dans un monde qui idolâtre les célébrités et court après la perfection, le dernier acte de Patrick Swayze fut d'une humanité rafraîchissante et poignante. Et dans ces derniers instants, on comprend le sens profond de son parcours, le lien. L'histoire de Patrick est poignante non pas parce qu'il a échappé à la mort, mais parce qu'il l'a affrontée avec un cœur empli de joie. Plus important encore, il l'a fait à sa manière. Son héritage ne se résume pas aux films qu'il a laissés, même si ceux-ci continuent d'émouvoir les spectateurs des décennies plus tard. Il ne se limite pas aux récompenses ou aux apparitions sur le tapis rouge. Cela se voyait dans sa façon de vivre quand personne ne le regardait, dans sa façon de se battre malgré l'épuisement, dans sa capacité à garder le sourire malgré la douleur. Comment a-t-il pu s'accrocher à l'amour, même quand tout le reste s'effondrait? Et c'est dans la leçon qu'il nous a tous enseigné, qu'il l'ait voulu ou non, que mourir n'est pas forcément une épreuve, qu'il peut y avoir de la beauté dans les adieux. Cette force ne rugit pas toujours. Parfois, elle murmure « Je t'aime » avant de s'éteindre à jamais. Quel est votre moment préféré avec Patrick Swayze? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. À la prochaine!